D'habitude, quand on observe la nature humaine de très près, on remarque vite une tendance comportementale hyper claire. Presque universel même. Ouais, c'est ça. En fait, l'instinct premier face à la difficulté, c'est l'évitement. C'est littéralement programmé dans l'architecture de notre cerveau depuis des millénaires. Totalement. C'est le principe de survie de base, quoi. Exactement. S'il y a un mur sur une route, le réflexe immédiat, c'est pas de foncer la tête la première dedans. Le cerveau, il calcule direct comment le contourner, comment l'esquiver. Ou alors il se dit juste qu'il faut faire demi-tour pour trouver un chemin plus simple. C'est clair. La recherche du confort, de la fluidité et surtout l'absence totale de friction, ce sont vraiment nos moteurs par défaut. Et c'est logique en fait, parce que ce principe d'économie d'énergie, ça dicte la survie des espèces. Éviter l'obstacle, c'est préserver ses ressources. Ces ressources physiques et caloriques, ouais. Voilà, on est biologiquement structuré pour interpréter tout ce qui bloque notre progression comme une menace directe. Pendant super longtemps, s'attaquer de front à une difficulté, ça voulait dire risquer la mort. Rien que ça. Bah ouais, donc notre psychologie moderne, elle est hérite de cette programmation. L'obstacle, c'est perçu comme l'ennemi naturel du progrès. Et du coup, c'est exactement ce qui rend notre décryptage d'aujourd'hui particulièrement intriguant. On a rassemblé pas mal de sources pour cette plongée au cœur du sujet. On a de quoi faire, oui. On a des analyses visuelles d'une couverture de livre, les données de vente internationale et même les notes éditoriales d'une réédition. C'est vraiment un cas d'étude fascinant. Grave. Et donc notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer le phénomène autour de l'ouvrage de Ryan Holiday, L'obstacle et le chemin. Un livre qui a fait beaucoup de bruit. Énormément de bruit. L'objectif, c'est de comprendre comment les simples choix visuels et textuels d'une couverture peuvent arriver à déconstruire cet instinct de survie millénaire dont on vient de parler. Tout en montrant l'ampleur d'un vrai raz de marée mondiale. Parce qu'une couverture de livre, au fond, c'est bien plus qu'un simple emballage commercial. C'est quoi alors? Un outil marketing. C'est un contrat. Un contrat intellectuel et psychologique passé avec le lecteur en genre une fraction de seconde. Ici, chaque typographie, chaque couleur a été pensée pour installer un changement de paradigme massif. Ah ouais, l'enjeu, c'est de relier la promesse vertigineuse du titre aux preuves d'autorité imprimées dessus. Exactement. Entrons direct dans le cœur de ce paradoxe avec le titre lui-même. Déjà, visuellement, le mot « obstacle », il est imprimé en lettres capitales hyper épaisses, d'un noir profond. Très massif. Très massif, ouais. Il prend physiquement presque toute la largeur de la page. On dirait un véritable mur typographique. Un mur qu'on se prend en pleine face. Et juste en dessous, la phrase se termine par « est le chemin ». Et d'un point de vue purement sémantique, c'est une collision frontale totale. Ah c'est le but. Par définition, un obstacle, c'est ce qui bloque un chemin. Donc affirmer que le blocage, c'est la voie, ça crée une rupture logique immédiate. C'est clair, on bug un peu en lisant ça. L'auteur orchestre une dissonance cognitive hyper volontaire. La phrase suggère pas du tout que l'obstacle est sur le chemin ou qu'il faut trouver une astuce pour le dépasser. Non, c'est plus profond que ça. Voilà, la fusion conceptuelle est totale. Le problème, lui-même, devient le véhicule de la progression. Et pour atténuer un peu la brutalité de ce choc logique, il y a le sous-titre. Ah oui, le fameux sous-titre imprimé en lettres rouges juste en dessous. De l'art éternel de transformer les épreuves en victoire. Ce qui donne tout de suite la clé de lecture, en fait. Et ce sous-titre, il est mis en valeur de façon assez chargée. Il est littéralement encerclé par une immense couronne de laurier doré. L'impact visuel de l'or sur le fond clair, c'est super efficace. Carrément. Et la couronne de laurier, ça renvoie direct à l'Antiquité. Ça fait penser aux généraux romains qui défilent après une victoire ou aux premiers Jeux Olympiques. C'est pas la médaille de participation, là. Non, c'est le symbole ultime de la gloire obtenue par l'effort intense. Et ce choix du laurier, ça indique vraiment la nature de la transformation. Ce triomphe symbolisé par l'or, c'est pas le fruit du hasard ou d'une vie sans friction. Faut transpirer un peu. Preuve pour exister. La progression visuelle va de haut en bas. On part du gros bloc noir et lourd du mot « obstacle » pour descendre vers la lumière dorée de la victoire. C'est vraiment de l'alchimie visuelle en fait. C'est le processus exact que le livre promet d'enseigner. Pour illustrer ça, j'ai une image qui me vient souvent à l'esprit. Imaginons une rivière super puissante qui coule au fond d'une vallée. Ok, je visualise. Et là, il y a un glissement de terrain. Un rocher massif de plusieurs tonnes tombe pile au milieu du lit de la rivière. C'est le blocage parfait. Le fameux obstacle. Voilà. Si cette eau, elle avait notre psychologie humaine standard, elle s'arrêterait net face à la roche. L'eau stagnerait et on se dirait que le courant est détruit par ce mur. Ce qui serait notre premier réflexe naturel. Exactement. Mais l'eau, elle obéit à d'autres lois. Elle s'accumule, la pression monte, elle s'infiltre dans les moindres failles, et finalement,
Elle épouse la forme de l'obstacle pour le contourner avec encore plus de force. Ou elle finit par passer par-dessus en créant une cascade. C'est ça. Le rocher, il n'a pas arrêté la rivière du tout. Il a juste redessiné la topographie du courant. L'obstacle a sculpté la nouvelle trajectoire. J'aime beaucoup cette analogie de la rivière. Ça illustre bien l'adaptabilité. Mais par contre, ça a une petite limite par rapport à la philosophie de la couverture. Ah ouais? Laquelle? L'eau en soi, elle reste fondamentalement passive. Elle subit la présence du rocher et elle choisit la voie de la moindre résistance. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors que l'utilisation du mot art éternel dans le sous-titre, ça suggère une démarche vachement plus active et intentionnelle. C'est pas juste subir et s'adapter. Exactement. L'idée, c'est pas de s'adapter passivement pour survivre, c'est d'utiliser l'énergie même de l'obstacle pour générer un mouvement qui aurait été impossible sans lui. Genre, le rocher devient le matériau de construction d'un barrage qui va produire de l'électricité. Voilà, c'est une transmutation active de l'adversité et pas juste un simple contournement. La nuance est capitale en effet. Ça veut dire que sans l'épreuve, la victoire serait pas seulement retardée, elle serait de nature inférieure. Complètement. Et c'est là que les mots art éternel prennent tout leur sens. Parce qu'aujourd'hui, le marché du développement personnel, il est rempli de solutions rapides, de hacks miracles ou de soi-disant découvertes neurologiques. C'est le règne de l'astuce inédite. Mais promettre un art éternel, c'est prendre le contre-pied total. C'est s'éloigner de l'urgence moderne pour se placer sur le terrain de la sagesse ancestrale. Ce vocabulaire, c'est un vrai repoussoir contre l'obsolescence programmée des méthodes classiques. En liant le terme éternel à la couronne de laurier, la couverture envoie un message très fort. Lequel? Que les mécanismes de la détresse face à l'adversité, ils n'ont pas bougé depuis des millénaires. Les détails de nos problèmes ont changé, bien sûr, mais la peur de l'obstacle, elle reste identique. L'humain reste l'humain, quoi. C'est ça. Et l'auteur affirme que la méthode pour déconstruire cette peur, c'est une technologie psychologique qui fonctionnait dans l'Antiquité et qui marche tout aussi bien aujourd'hui. Et c'est justement cette promesse d'intemporalité qui rend la suite de l'analyse visuelle assez paradoxale, je trouve. Ah bon? Pourquoi? Les grands concepts philosophiques, c'est super, mais il faut confronter la théorie à la réalité brutale du marché. Ah, le fameux test de la réalité. Comment le public moderne, qui est super cynique et bombardé de stimuli, réagit à une philosophie aussi austère qui demande d'embrasser la difficulté, hein? C'est une excellente question. Et la réponse, elle est imprimée sur un gros bandeau rouge vif tout en bas du livre. Impossible de le rater. Les éditions Alizio déclarent fièrement le best-seller international vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Ce bandeau rouge, il opère une vraie rupture de ton. Après nous avoir parlé d'éternité et d'antiquité, on a soudain une grosse statistique commerciale. Et c'est un chiffre astronomique dans l'édition. C'est écrasant, ouais. Franchir la barre des 2 millions, c'est exceptionnel. La majorité des livres peinent à dépasser quelques milliers de ventes. Donc afficher ça, c'est pas juste du marketing, c'est une preuve sociale indéniable. Ça montre que l'idée contre-intuitive du titre, elle n'est pas restée dans une petite bulle philosophique. Elle a vraiment touché la culture de masse. À l'échelle planétaire même. Mais là, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes, hein. Face à un chiffre pareil, faut quand même un peu de sceptisme. Je t'écoute. 2 millions, c'est colossal, oui. Mais aujourd'hui, on vit avec des phénomènes de viralité super puissants et super éphémères. Les fameuses tendances TikTok, par exemple. Exactement. Un concept peut exploser du jour au lendemain à cause d'un algorithme, générer des millions de ventes compulsives et disparaître totalement l'année suivante. Remplacé par le nouveau truc à la mode. Voilà. Donc un chiffre de vente même énorme, ça garantit pas la profondeur ou l'impact durable du message. Ça pourrait juste être un feu de paille marketing. C'est une critique super valide. Mais si on observe un autre détail graphique sur la couverture, cette hypothèse du feu de paille, elle tient plus. Quel détail? Juste à côté des lauriers dorés, il y a un macaron rouge en forme d'étoile. Ça ressemble aux ceux de cire traditionnels. Et dessus, c'est écrit « 10e anniversaire ». Ah oui, je l'avais vu celui-là. L'industrie du livre, elle est impitoyable avec le temps. La durée de vie d'un livre, s'il repose que sur une mode passagère, ça se compte en semaines, voire en mois si on est généreux. Donc le facteur temporel vient complètement modifier l'interprétation des 2 millions de ventes. C'est la clé de voûte, en fait. Maintenir une pertinence pour justifier d'être sur les tables des libraires pendant 10 ans consécutifs, ça demande bien plus qu'une campagne de buzz. Il faut que le fond suive. Voilà. Atteindre une décennie et accumuler 2 millions de lecteurs au fil des années, ça prouve que c'est devenu un ouvrage de fond, un classique moderne publié chez Alizio. Donc c'est pas un produit jetable. Les nouvelles générations continuent de l'acheter. C'est exactement ça. Le dialogue visuel entre le bandeau rouge des ventes et le sceau d'anniversaire est redoutable. L'un prouve la largeur de l'impact et l'autre prouve la profondeur dans le temps. C'est l'argument d'autorité ultime. Sauf que
Et c'est là que ça devient fascinant. En regardant de très près ce sceau du 10e anniversaire, on y trouve un petit texte qui remet un peu tout en question. Ah oui, je sais de quoi tu parles. Juste sous la mention de l'anniversaire, il est écrit « Édition, revue et augmentée ». C'est une contradiction géniale, je trouve. Si l'art de transformer les épreuves est véritablement éternel, comme le dit le titre, pourquoi avoir besoin de le mettre à jour? C'est vrai que les lois de la physique ou les théorèmes mathématiques, on n'a pas besoin de sortir des versions révisées pour qu'ils fonctionnent. L'éternité, ça implique l'immuabilité, normalement. Alors pour comprendre ça, on peut faire un parallèle avec la cartographie. Imaginons que la condition humaine, c'est une immense chaîne de montagnes hyper hostile. Avec des précipices, des tempêtes, tout ça. Exactement, des falaises super abruptes. Cette montagne, ça représente l'adversité, les échecs, les obstacles de la vie. Ok, le décor est planté. La topographie de cette montagne, elle est la même aujourd'hui qu'il y a 1000 ans. Elle est éternelle. Les principes de base pour survivre changent pas. Je te suis. Mais le livre, c'est pas la montagne. Le livre, c'est la carte qui a été dessinée par des humains pour aider d'autres humains à traverser sans tomber dans le vide. Ah, c'est super intéressant. Ça permet de dissocier la vérité universelle de sa transmission. Voilà, La carte, elle sert à traduire une réalité brute dans un langage qu'on peut comprendre. Sauf que les outils de mesure évoluent et surtout l'équipement psychologique des voyageurs change. c'est ça. Les défis d'il y a 10 ans, même s'ils font partie de la même montagne, ils prenaient des formes différentes. Une expédition en 2010, elle faisait pas face à la même anxiété liée aux réseaux sociaux ou aux crises mondiales super récentes. Le sentier est le même, mais les voyageurs arrivent fatigués différemment. La roche bouge pas, mais on l'aborde plus pareil. Du coup, mettre la carte à jour, c'est vital. L'auteur a dû observer que certains lecteurs trébuchaient sur des passages de l'ancienne édition ou interprétaient mal certains concepts. Donc il a affiné son tracé. Et cette mention édition revue et augmentée, ça montre une humilité intellectuelle assez dingue. C'est clair. Quand tu vends 2 millions de bouquins, la tentation de sacraliser le texte et de juste réimprimer à l'infini, elle est forte. Tu pourrais juste encaisser et passer à autre chose. Mais là, il est retourné bosser son texte. Il a injecté le retour d'expérience d'une décennie entière. L'art est éternel, mais la pédagogie humaine pour le transmettre, ça demande une évolution perpétuelle. L'acte même de revoir le livre devient une application de sa propre philosophie, en fait. L'auteur a sans doute rencontré des critiques ou des incompréhensions. Des obstacles? Voilà, des obstacles. Et au lieu de les ignorer, il les a transformés en matière première pour faire un meilleur livre. L'éditeur signale direct aux anciens lecteurs qu'il y a un nouveau truc à apprendre, et ça rassure les nouveaux. La sagesse antique est traduite pour les crises de maintenant. C'est fou le niveau de densité philosophique qu'il y a sur ce simple bout de papier cartonné. C'est le design au service de la psychologie. En récapitulant, on voit vraiment le parcours. On est parti de notre réflexe inné de fuite, puis le titre vient percuter cet instinct en disant que le problème c'est le carburant. Ensuite, les symboles de gloire antique se mêlent aux énormes chiffres de vente, validant que cette philosophie stricte résonne encore à fond aujourd'hui. Et cette fameuse mise à jour décennale, qui rappelle que la maîtrise des épreuves, c'est un travail qui n'est jamais fini. Le manuel évolue au contact du réel. Une belle leçon de résilience globale? Cette analyse, ça bouscule pas mal nos idées sur le confort. Et si on accepte ne serait-ce qu'une fraction de ce message, il y a une grosse question qui s'impose à ceux qui nous écoutent. La question qui fâche? Un peu, ouais. Si le barrage qui bloque la route cache en fait le potentiel de générer l'énergie pour avancer, on peut se demander quel obstacle majeur, quelle crise qu'on redoute profondément en ce moment précis, dissimule en fait l'unique chemin qu'il faut absolument emprunter dès demain. Ça laisse matière à réflexion, c'est certain. On va vous laisser méditer là-dessus. C'est la fin de notre décryptage d'aujourd'hui. Salut tout le monde!